Bonjour à tous, c'est une première tentative de cours en ligne. J'espère que ça va vous plaire. C'est un cours sur le data mining. Voilà, je m'appelle Didier Nakache et je vais vous parler des arbres de décision. C'est le cours numéro 2 parce que le cours numéro 1 sera un peu plus d'intro et c'est juste un test. Donc, en prérequis, je vous invite à télécharger Orange Data Mining, qui n'a rien à voir avec le logiciel Orange de France Télécom. Orange Data Mining, vous le trouvez sur le lien qui est ici. L'avantage, c'est qu'il est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à utiliser cet outil-là. Je vous montrerai à travers ce cours-là comment l'utiliser. Je vais vous parler ce soir des arbres de décision et on va commencer avec un petit peu de vocabulaire. Donc, en termes de vocabulaire, un arbre, c'est issu de la théorie des graphes avec des nœuds et des arcs. Tout à fait en bas, on trouve des feuilles, bien entendu. Et le nœud qui est au sommet est un nœud qu'on appelle le nœud racine. Alors, rappelez-vous qu'un graphe n'a pas d'ordre, hein, donc on peut le dessiner de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut. Ça n'a aucune importance. Et enfin, il y a un dernier terme qui est la notion de profondeur. La profondeur, c'est le nombre d'étages. Ici, on est sur un arbre de profondeur 4, puisqu'on a 4 niveaux. Les nœuds correspondent en réalité à des tests et les feuilles correspondent à des classes. Pour faire un arbre de décision, il y a plusieurs algorithmes possibles. Parmi les plus courants, il y a CART, CHED, ID3, C4-5, qui sont vraiment les principaux. En réalité, la manière de construire un arbre, c'est toujours la même. La seule différence, c'est que, à un moment donné, quelle est la fonction qui va permettre de discriminer, de mesurer le pouvoir discriminant d'une variable? Eh bien, c'est ça qui fait le changement d'algorithme. Et donc, si demain vous voulez inventer un nouvel algo de data mining pour faire un arbre de décision, il vous suffit d'implémenter une nouvelle fonction qui fonctionne bien sûr, mais les mécanismes restent les mêmes. Alors voilà deux petits exemples d'arbres construits. Ils sont pas très jolis, mais bon. À gauche, vous avez un outil qui mesure l'appétence d'un produit et donc qui a été construit tout seul. Et donc, est-ce qu'on a fait de la pub? Oui, non. Est-ce que la réaction du consommateur a été positive? Oui, non. Et à la fin, on tombe sur des classes qui vous donnent un score. À droite, vous avez une classification qui a été faite, je le rappelle, de manière automatique. Et on est sur les boissons et on a mis d'un côté les boissons alcoolisées, non alcoolisées, et avec en dessous les vins, les bières et les sodas, les jus de fruits. Ce qui est intéressant dans les arbres de décision et dans le data mining en général, c'est que ce sont des outils qui construisent tout seuls et automatiquement le modèle. Il n'y a rien qui est induit par l'utilisateur. Donc c'est assez intéressant en termes de démarche et je vais vous montrer comment on fait. Donc pour créer un arbre de décision, on a plusieurs algorithmes, plusieurs mesures, plusieurs fonctions discriminantes. On a si vous êtes statisticien, vous penserez tout de suite à l'indice de Gini ou à la loi du Qui-2, qui sont effectivement reprises. On a la distance de Hamming, qui est une distance très très simple à mesurer, et on a une fonction d'entropie. Donc je vais d'abord vous expliquer comment on fait avec la distance de Hamming, pour comprendre le mécanisme, et après on verra avec l'entropie. La distance de Hamming, elle est assez difficile à définir, alors qu'elle est très simple en fait. La distance de Hamming va mesurer le nombre de discordances entre deux attributs, et donc entre l'attribut dont on mesure la distance de Hamming et l'attribut cible, le but ou l'objectif. Mais on ne va pas utiliser la distance en tant que telle, on va utiliser la PM, la pseudométrique de Hamming, qui est le minimum entre le nombre d'individus moins la distance de Hamming et la distance de Hamming. Alors cette manière de présenter la distance de Hamming paraît un peu complexe, alors qu'en réalité c'est tout simple, donc je vous propose tout de suite un petit exemple. Objectif, une petite matrice d'exemple et une petite base d'apprentissage. Comment obtenir un rendez-vous pour un élève dans une école? Alors voilà ma base de données. Vous voyez qu'elle est, j'ai pris une base extrêmement simple. Par contre, attention, de manière traditionnelle, on met les variables en colonne et les individus en ligne. Mais là, pour des raisons pratiques, hein, par rapport au format de l'écran, j'ai inversé mes lignes et les colonnes. Ça ne change rien du tout.
Et donc, vous voyez on a posé plusieurs questions à des entreprises, numérotées Q1 à Q5. Est-ce que l'entreprise a déjà participé à un événement? Est-ce qu'elle a eu un stagiaire? Est-ce qu'elle a embauché un ancien élève? Est-ce qu'elle verse la taxe d'apprentissage? Est-ce qu'elle connaît l'école? Et au final, est-ce que le rendez-vous a été obtenu avec l'entreprise en question? Oui ou non? Vous voyez qu'en termes de marketing aussi, hein, ou de ciblage, les arbres, ça marche bien, hein. On est vraiment dans ce type de tâche. Vous avez remarqué également que pour le rendez-vous, j'ai eu trois personnes qui ont obtenu un rendez-vous à oui et trois personnes qui ont eu un rendez-vous à non, donc qui n'ont pas obtenu de rendez-vous. C'est pas le hasard, ça fait partie de la méthode. Je reviendrai sur la méthode parce que la technique, c'est un aspect finalement secondaire. Vous verrez que c'est assez simple. Ce qui compte, c'est la méthode et c'est ça qui fait vraiment la différence. Donc le fait qu'il y en ait trois et trois n'est pas le fait du hasard. Vous avez une autre variable qui est est-ce que l'entreprise connaît l'école? Vous voyez qu'elle est tout le temps à oui. Alors c'est pas très gênant, simplement cette variable-là qui est une constante finalement, qui n'est pas une variable, ne ressortira jamais, elle n'a aucun intérêt. On pourrait la gommer tout de suite, mais en fait elle me dérange pas. Vous voyez que sur une toute petite matrice avec 6 lignes et 6 colonnes, eh bien, trouver ce qui permet d'obtenir un rendez-vous n'est pas simple. Donc, imaginez que maintenant vous ayez 2 ou 300 colonnes et 2 ou 3 millions de lignes, et là, ça devient impossible. Mais là, vous voyez, même manuellement, même en simple observation, c'est pas évident de trouver les critères qui font qu'on décroche un rendez-vous ou pas. Alors voilà comment on va dérouler l'algorithme. D'abord, je vais mesurer la distance de Hamming. Pour mesurer la distance de Hamming, je vais prendre chacune de mes variables, donc Q1 à Q5, et je vais comparer ligne à ligne les réponses entre la réponse donnée par exemple sur Q1 et la réponse donnée sur la ligne objective, donc rendez-vous. Et je vais mesurer le nombre de discordances. Donc vous voyez que sur Q1, la première réponse c'était oui pour E1, et rendez-vous est à oui pour E1, c'est la même réponse, oui et oui, donc ça vaut 0. Si c'est une discordance, donc si c'est non identique, ça vaut 1. Si c'est identique, ça vaut 0. Pour E2, j'ai oui et oui, donc ça fait encore 0. Par contre, vous voyez que pour E3, j'ai à participer à un événement non, et rendez-vous oui, j'ai une discordance, et donc cette discordance fait 1 point. Sur E4, j'ai encore une discordance, oui et non, ça fait 1 point, encore, donc 2 points. Et après, j'ai non, 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 non. Au final, on fait dans le tableau, on rajoute les deux colonnes, distance de Hamming et pseudométrique de Hamming. Ça vous donne le résultat qui suit, c'est que au total sur Q1, j'ai une distance de Hamming qui vaut 2, et l'APM, sachant que j'ai 6 individus, c'est le minimum entre 6 moins 2 et 2. Le 2 représente toujours la distance de Hamming, et le 6 représente le nombre d'individus. Quand on a calculé toutes les PM, je prends la PM la plus basse, donc Q4 verse une taxe d'apprentissage, c'est la PM qui vaut 1, et c'est à partir de là que je vais faire ma première dichotomie. PM, plus le PM est faible, plus le pouvoir de cette variable est discriminant. Et donc, la première scission de mon arbre, c'est est-ce que l'entreprise verse la taxe d'apprentissage, oui ou non? Et tout de suite, je mets les deux sous-populations. Donc, verse la taxe d'apprentissage, oui, je n'avais que E1, E2 et E3. Verse la taxe d'apprentissage égale non, j'avais tous les autres, donc E1, E4, E5, E6. Et pour E2, E3, ben, est-ce que les gens ont obtenu un rendez-vous, oui ou non? Ben, les deux ont obtenu un rendez-vous à oui. Donc j'en ai eu 2 sur 2 qui ont eu un rendez-vous. 2 sur 2, ça fait 100%. On obtient ce qu'on appelle une feuille pure, et donc on n'ira pas en deçà de cette feuille. Par contre, de l'autre côté, j'ai une personne qui a obtenu un rendez-vous, donc 1 sur 4, et 3 sur 4 qui n'ont pas obtenu de rendez-vous, donc un quart, 25% et 75%. Donc on va continuer à développer l'arbre sur cette branche uniquement. Comment on fait? Ben, je refais la même opération, mais uniquement avec cette sous-population E1, E4, E5, E6. Donc je fais une sous-matrice en fait. Donc voilà la sous-matrice que j'obtiens. Donc de E1, E4, E5, E6, vous voyez que E2, E3 ont disparu dans mes colonnes. Mes variables sont les mêmes, mais vous voyez que Q4, Q5 sont devenus des constantes. À la limite, ça sert à rien que je les calcule.
et on recommence, on recalcule la distance de Hamming et la pseudométrique. Et là, je vois que la variable avec la plus petite PM, c'est Q2, avec une PM à 0. Et donc, on va refaire une deuxième dichotomie sur Q2 a eu un stagiaire. Et finalement, l'arbre qu'on obtient, c'est celui-ci. Est-ce que l'entreprise verse la taxe d'apprentissage? Oui. Si oui, le rendez-vous est accepté. Sinon, est-ce qu'elle a eu un stagiaire? Si oui, le rendez-vous est accepté dans 100% des cas. Sinon, le rendez-vous est refusé. Et vous voyez que ça, c'est beaucoup plus facile à lire et à interpréter que la matrice qu'on avait au départ. Alors, je vous laisse ici, vous pourrez mettre en pause un petit exercice qui est amusant sur la prédiction d'une pollution. Avec des relevés sur plusieurs journées, c'est exactement le même. L'intérêt de cet exercice, c'est que quand on calcule les PM initiales, on a égalité, et donc ça veut dire qu'on peut construire deux arbres différents pour expliquer le même phénomène. Alors, en synthèse, l'avantage de ces arbres de décision, c'est que c'est très utile pour faire de la classification ou de la prédiction, que les règles sont très explicites, donc les utilisateurs métiers aiment bien voir ça parce que ça leur parle. Ce sont des choses souvent d'ailleurs qu'ils connaissent. En autre avantage que je n'ai pas mis ici, c'est que il y en a deux autres. La première, c'est que c'est une méthode qui prend en entrée des variables numériques, qualitatives ou quantitatives, sans distinction. Et il y a peu de méthodes qui acceptent les deux. Et un autre avantage, c'est que si vous mettez une variable qui ne sert à rien, eh ben, elle sera pas utilisée, donc ça va pas bruiter, ça va pas parasiter votre modèle. Donc n'hésitez pas à mettre plein de variables en entrée. De toute façon, l'algorithme ne prend que celles qui sont utiles. En inconvénient, si la variable à prédire est une variable continue, ça marche un peu moins bien. Il y a moins d'algorithmes qui fonctionnent. Il y a le chat qui fonctionne un peu là-dessus, mais ça reste beaucoup plus tempéré comme performance. Et l'autre inconvénient, c'est que parfois on peut avoir surtout quand on a beaucoup de modalités, on peut avoir des arbres géants, peu lisibles et avec des calculs importants. Alors ça change pas, la performance reste bonne, hein, mais la lisibilité est perdue et c'est un peu dommage. Alors maintenant, on va voir, après la distance de Hamming, comment est-ce qu'on fait avec une fonction d'entropie. C'est l'algorithme ID3, on va parler d'entropie, on va parler d'information attendue, on va parler de gain d'information. Et par convention, désolé pour les matheux, on conviendra que log de 0 égale 0. L'entropie, ça va être la somme des probabilités que multiplie log de base 2 de la probabilité. Donc c'est la somme des moins p log de base 2 de p. Voilà un petit exemple. On a une variable qui est est-ce que la personne a acheté un ordinateur, oui ou non. Et on a différentes variables en entrée, l'âge avec moins de 30 ans, 30-40 et plus de 40, le statut, chômeur, salarié, etc., le revenu, la solvabilité. L'exemple n'est pas très bon, mais il fait partie des classiques de construction d'arbres. Et voilà comment on va calculer. Tout d'abord, je vais calculer ce qu'on appelle l'information attendue sur le fait d'acheter un ordinateur. Vous avez vu qu'il y avait 10 personnes qui ont acheté un ordinateur et 4 qui ne l'ont pas acheté. Donc je vais calculer I, qui est l'information attendue, 10, 4, qui vaut moins 10 sur 14 log de base 2 de 10 sur 14, moins 4 sur 14 log de base 2 de 4 sur 14, ce qui fait un total de 0,863. Le log de base 2 d'une variable, c'est le log de cette variable divisé par le log de 2. Et pourquoi j'ai 14? Parce qu'en tout, j'avais 14 lignes dans ma base de données. Et pourquoi j'ai 10 et 4? Parce que j'avais 10 personnes qui ont fait un achat et 4 qui n'ont pas fait d'achat. Donc l'information attendue sur acheter un ordinateur vaut 0,863. On va calculer maintenant pour chaque variable. Par exemple, pour la variable âge, on avait les moins de 30 ans, les 31-40 et les plus de 40 ans. Et là, on va calculer, pareil, l'information attendue. Donc I1 sur l'âge pour les moins de 30 ans. J'en ai 2 qui ont acheté un ordinateur, 3 qui n'ont pas acheté d'ordinateur. Donc ça me fait un total de 5 personnes. Donc je calcule, je mets tout de suite la proportion pour simplifier mes calculs d'après. Donc je mets 5 sur 14, puisque j'ai 5 personnes qui ont moins de 30 ans, sur 14 au total, que multiplie moins 2 cinquièmes log de base 2 de 2 cinquièmes, moins 3 cinquièmes log de base 2 de 3 cinquièmes. Donc 2 cinquièmes et 3 cinquièmes,
c'est parce que j'ai 5, c'est parce que j'ai 5 personnes qui ont moins de 30 ans, et 2 et 3, c'est 2 qui ont acheté un ordinateur, 3 qui l'ont pas acheté. Et ça me fait un total de 0,347. Je fais pareil pour la tranche 31-40, je fais pareil pour les plus de 40 ans, et au total, l'entropie sur l'âge, c'est la somme de ces trois variables, et je trouve un score de 0,604. Le gain d'information sur la variable âge, ce sera l'information attendue de acheter un ordinateur moins l'entropie de l'âge, et le gain d'information sera de 0,258. On procède de la même manière sur le statut, les revenus et la solvabilité, et on voit que le meilleur gain, on l'obtient sur le statut avec un score de 0,577. Eh bien, c'est sur ce facteur-là qu'on va faire la dichotomie. Donc, effectivement, sur le statut, on avait trois statuts possibles, étudiant, salarié, chômeur. Et on voit que tous les étudiants ont acheté un ordinateur à oui. Chômeur, on a 2 non, un oui. Et salarié, on a 2 oui, 2 non. Et c'est la variable qui est la plus discriminante. Sur le côté étudiant, on est sur une feuille pure. De l'autre côté, on n'a plus beaucoup de monde, mais on pourrait continuer à développer l'algorithme si on le souhaite. Et donc ensuite, on recommence à développer les branches qui ne sont pas pures. Ou alors, on peut considérer qu'un certain pourcentage d'effectifs ou de pourcentage de réussite, de probabilité, eh bien, on peut considérer que c'est plus la peine d'aller en dessous. Si vous avez une feuille qui est fiable à 97%, par exemple, est-ce que ça vaut le coup de continuer à séparer? C'est pas forcément pertinent. Pareil, si dans une feuille, il vous reste plus que 2 individus, est-ce que ça vaut le coup de continuer à trouver un critère pour séparer à nouveau les 2 ou 3? C'est pas évident et bien évidemment, on ne le fera pas. Pour les variables continues, c'est très simple. En réalité, on va tester toutes les valeurs possibles de variables continues dans l'ordre croissant. C'est-à-dire qu'on va les mettre en ligne et puis on va déplacer le curseur et on va chercher, on va calculer donc des dizaines ou des centaines de fois et on va trouver la meilleure dichotomie possible et on se mettra entre les deux valeurs, entre la meilleure et celle qui est au-dessus ou en dessous. Alors, ça paraît un peu brut, un peu basique, mais ça marche très bien en fait. Pour finir sur cette partie-là, il y a quelque chose d'important, c'est la notion d'élagage, c'est que en réalité, quand vous faites un arbre de décision, plus les premiers critères sont importants, et plus vous descendez, plus vous faites des cas particuliers, et plus vous allez sur des critères qui sont de moins en moins significatifs. Et donc, il est jamais très bon de faire un arbre qui aille trop bas, trop profond. Et grosso modo, je dirais, si vous atteignez déjà, autour de 5 niveaux de profondeur d'un arbre, c'est déjà pas mal. Évitez d'aller en dessous. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on élague, on coupe toutes les branches qui sont en dessous. Un autre facteur d'élagage, c'est que parfois, quand vous faites une dichotomie, vous avez par exemple un score qui vous dit oui à 80% d'un côté et oui à 70% de l'autre côté. La réponse est la même, c'est juste le score qui va changer, et comme la réponse est la même, et finalement, on préférera élaguer puisque ça ne change rien. Donc en fait, quand on fait un arbre de décision, on construit l'arbre. À chaque fois, on se demande si on doit aller continuer en profondeur ou pas. Et puis à un moment donné, on remonte pour réélaguer les branches pour que l'arbre soit plus visible et plus riche finalement et surtout plus fiable, qu'il y ait moins de cas particuliers. Alors je vous propose une petite démonstration avec un logiciel et j'ai choisi Orange Data Mining. Donc Orange Data Mining, le voici, moi il est déjà installé et je vous propose de voir si on a bien fait lors du Titanic, est-ce qu'on a bien sauvé les femmes et les enfants d'abord. Alors je vais ici, donc ici j'ai mon espace de travail à droite qui est le tableau blanc et à gauche j'ai tous mes outils. Donc je clique sur File pour me connecter à un fichier. Et vous voyez qu'il me pose ici un petit icône File. Je fais un double clic sur File et j'accède aux attributs. Et là, vous pouvez prendre Titanic qui est fourni avec le jeu d'essai. Sinon, vous allez ici et vous cherchez le fichier titanic.tab. Quand vous téléchargez le fichier, d'emblée, il vous montre les variables, leur type, leur rôle et les valeurs, les modalités. Donc, par exemple, j'ai une variable qui s'appelle status, qui est une variable en entrée, variable catégorielle, et qui contient 4 modalités. Crew, c'est membre d'équipage. Première classe, deuxième classe ou troisième classe.
Ensuite, j'ai l'âge avec adulte ou enfant, le sexe avec homme ou femme, et la variable qui m'intéresse, c'est survivant, oui, non, et qui est une cible. Donc je veux prédire quels sont les facteurs qui ont fait que les gens ont survécu ou pas. On peut changer, hein, si je fais un double clic sur le rôle, on peut changer les rôles pour supprimer des variables ou changer la variable à prédire. Si je veux maintenant regarder ces données, je me mets ici sur les pointillés, je clique, je reste cliqué, je tire, je lâche le clic, et j'ai un outil qui s'appelle DataTable. Je peux éventuellement, si je ne l'ai pas tout de suite, taper ici Data et ça filtre DataTable. Si je fais maintenant un double clic sur DataTable, eh bien je vois ma base de données un peu comme une feuille au format Excel. Donc j'ai ici tous mes individus, survivants, oui, non, première classe, deuxième classe, adultes, enfants, etc. Je ferme cette fenêtre. On va maintenant faire un arbre de décision et je précise tout de suite que sur le plan méthodologique, cet arbre-là n'est pas très bon, c'est juste une première initiation pour voir l'outil. La méthode, on y reviendra, mais c'est essentiel. Donc je tire, et pour faire un arbre, j'ai un objet qui s'appelle tree. Et voilà, je viens de construire mon modèle d'arbre de décision. Alors pourquoi je ne vois rien? Parce que j'ai pas mis de visualisation. Là, je n'ai fait que construire le modèle. Si je veux visualiser, je me remets derrière l'objet tree, je tire, et je vais mettre un objet qui s'appelle treeViewer pour visualiser l'arbre. Il ne me reste plus maintenant qu'à faire un double clic sur treeViewer, et voilà ce que ça donne. Donc, comment on le lit? Très simplement, en haut, j'ai survivant non à 67%. Donc, je dirais que grosso modo, les 2/3 des passagers du Titanic n'ont pas survécu. Ce sont les vraies données, hein. Et le critère le plus discriminant, c'est le sexe, puisque d'un côté, j'ai les hommes qui n'ont pas survécu en bleu à 78%, et de l'autre côté, j'ai les femmes qui ont survécu presque aux 3/4 à 73%. Je peux ici, sur la gauche, j'ai des petits objets qui vont me permettre de zoomer, de jouer sur la largeur ou de changer la visualisation ou l'affichage, parce que c'est un pourcentage absolu ou relatif, etc. Et si maintenant je prends une branche qui est la branche des femmes, donc alors que les 2/3 des gens n'ont pas survécu, les 3/4 des femmes ont survécu. Mais si je regarde maintenant le critère qui est le plus discriminant, je me rends compte que c'était les femmes qui étaient membres d'équipage. Première classe ont survécu à 97%, deuxième classe à 87%, tous les enfants de deuxième classe ont été sauvés. Par contre, en troisième classe, j'ai eu que la moitié des gens, des filles, qui ont survécu seulement, filles et femmes. Si je regarde maintenant à droite, chez les hommes, je me rends compte que globalement, beaucoup n'ont pas survécu. Par contre, je vois ici que tous les enfants qui étaient enfants garçons, donc qui étaient en première classe ou en deuxième classe, ont survécu. Quand j'ai une sous-population fille qui est différente de sa classe mère, vous voyez que ici ils ont survécu alors que la classe mère n'a pas survécu. On appelle ça une niche et en marketing c'est vachement intéressant. Et globalement, si je devais synthétiser ça, je dirais que on a sauvé les femmes et les enfants d'abord, oui, mais surtout ceux qui étaient en première classe, deuxième classe et membres d'équipage. Ce qui est important à ce stade, c'est de comprendre que ce que je dis là, c'est factuel, c'est de l'analyse, c'est du chiffre, c'est non discutable. Maintenant, ce qui est discutable, c'est l'interprétation des faits. Et il faut toujours dissocier les faits de l'interprétation. Les faits sont pas discutables et ils doivent être partagés. L'interprétation, comment je peux expliquer ça? J'ai plein de théories, hein. La première, c'est de dire par exemple, c'est la lutte des classes. On a sauvé les plus riches en premier. On peut dire aussi, oui, mais premier arrivé, premier servi, et donc ceux qui étaient en première classe et deuxième classe étaient en haut du bateau, donc ils ont pu survivre et sauter plus vite dans les canaux de sauvetage. On peut dire aussi, et là j'ai en tête les images du film, que le bateau ayant été embouti par la coque, eh bien il y a des gens qui étaient en bas en troisième classe qui n'ont même pas pu remonter, donc qui de toute façon étaient condamnés dès le départ. Voilà. Donc cet arbre de décision, il est sympathique, il n'est pas forcément juste pour les puristes,
mais il est pas mal. Voilà, alors n'hésitez pas à me faire un retour. Si cette petite vidéo vous a plu, dites-le moi. Et puis j'en ferai d'autres pour continuer sur le data mining, voir d'autres méthodes, d'autres algos, et continuer comme ça à développer. Voilà, merci beaucoup, je vous dis salut à tous, ciao ciao.